Mamala, dans votre essai Technopolitique, comment la technologie fait de nous des soldats, vous cherchez à décrypter le rôle politique et idéologique des géants du numérique. Alors, technopolitique, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Technopolitique, c'est un mot pour trouver, c'était ma tentative de trouver cette jonction entre politique et technologie. Et plus exactement, le fil directeur et tout le fil rouge du livre et de l'essai, c'est d'essayer de comprendre en quoi et comment nos démocraties sont en train de complètement s'effondrer par le choc technologique. Et il ne s'agit pas simplement de se dire on est en train d'arriver à un bout, au fond, au bout d'un système, mais de trouver des solutions, oui, en fait. Ça. Et c'est hyper important d'avoir ça en tête. Ce n'est pas simplement les énièmes constats qu'on a encore lus et relus 1000 fois, mais de se dire, partant de là, qu'est-ce qu'on fait ? Et l'autre chose, c'est que ce qui m'a beaucoup frappé ces 2 dernières années, c'est qu'on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle. Et avant ça, c'était Elon Musk et les réseaux sociaux. J'étais même venue ici en parler. Et avant ça, c'était le métavers de Mark Zuckerberg. Et entre-temps, c'est les cyberattaques. Et puis après, ça va être encore les implants Neuralink qui vont arriver de Elon Musk toujours. Et en fait, à chaque fois, parce qu'on a des actualités chaudes, on prend les sujets par petits bouts. Oui. Et l'idée, c'était de retrouver tout l'ordre et le puzzle et de donner des clés de lecture un peu cohérents à ce qui est en train de se jouer, en fait. Alors, il y a un sous-titre qui me marque. Comment la technologie fait de nous des soldats ? Oui. On serait les soldats de qui ? De nous-mêmes, des technologies, mais aussi, en fait, de toutes les manipulations qu'on peut avoir par tous ces acteurs, qui soient étatiques. On parle beaucoup des ingérences russes, des cyberattaques russes, chinoises, maintenant, tout le scandale TikTok de l'année 2022. Et l'idée, c'est d'essayer de comprendre en quoi on a complètement changé de siècle et donc d'époque. Jusque-là, quand on avait des technologies, et c'était un peu la croyance qu'on avait, c'est que les réseaux sociaux, c'était soit très sympa, ludique, pour s'exposer, Amazon pour acheter, parfois Twitter pour s'étriper et se battre, mais on s'en était arrêté un peu là. Et en fait, c'est aussi des armes de guerre dans le même temps. Et c'est cette dualité qui compte et qui fait que finalement, dans votre poche, vous avez un truc qui potentiellement est très sympa, mais qui peut vraiment devenir un outil militaire, en fait. Oui, parce que vous parlez des données personnelles. Ouais. Et alors, vous dites quelque chose dans votre essai. C'est aussi la grande question du livre, c'est de savoir si nos démocraties vont tenir et ne vont pas s'effondrer face à ce choc technologique. Qu'est-ce que vous en pensez, sans spoiler votre livre, évidemment ? J'en pense que la démocratie du XXe siècle, telle qu'on l'a pensée, conçue, telle qu'elle est encore dans nos imaginaires, pardon de le dire, mais elle est morte, celle-ci. Et toute la difficulté, c'est qu'on a une classe politique qui n'arrive pas du tout à le comprendre et à, si vous voulez, franchir le nouveau cap. Et puis, nous, citoyens, nous autres, ce collectif qui est en train de se démanteler au fur et à mesure, parce que par ces technologies-là, au bout d'un moment, votre réel ne sera plus le mien, Marie. Mais bien sûr. C'est-à-dire que ce que moi, je flippe pour les enfants. Et je me dis, qu'est-ce qui va... Dans quel monde ils vont vivre ? Exactement. Et c'est cette fragmentation du réel qui empêche, d'une certaine façon, ou qui risque en tout cas d'empêcher, de créer du commun, un projet collectif. Et donc, c'est vraiment de se dire, il faut comprendre qu'on est en train d'entrer dans une nouvelle démocratie, mais qui reste à construire un récit, un projet, en ayant pris acte de ces changements. De cette nouvelle technologie-là. Est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle va finir par nous contrôler nos cerveaux ? Je ne le crois pas. C'est en tout cas le narratif et c'est les narrations qui viennent de la Silicon Valley pour plein de raisons, pour des questions idéologiques. D'ailleurs, c'est toute la bataille culturelle entre Elon Musk et Sam Altman, par exemple, qui sont à peu près d'accord sur rien, si ce n'est qu'à un moment donné, on va trouver... D'ailleurs, on ne parle plus d'intelligence artificielle, on parle des super-intelligences. Vous savez, ces méga-intelligences artificielles qui vont dépasser la cognition humaine et donc avoir une espèce de conscience. Pour l'instant, c'est du fantasme total et pur. Et en réalité, intelligence artificielle, ça ne veut pas dire grand-chose. Vous avez plein de systèmes algorithmiques différents en fonction des usages. Et donc, c'est vraiment cette déconstruction qu'il faut faire de ce qu'on essaye de nous faire croire. Alors, selon vous, il faut prendre des gens comme Elon Musk au sérieux. Vous dites que ce n'est pas un clown, c'est un acteur géopolitique de premier plan. Absolument. Il veut contrôler notre avenir. Ouais. Elon Musk, si on le sort de la binarité dans laquelle on le plonge de façon compulsive et hystérique en ce moment, et en particulier d'ailleurs en France, c'est assez marrant, c'est toujours le fou furieux, le psychopathe. On sous-estime un petit peu sa vraie, j'allais dire dangerosité, mais son impact en fait. Oui, et plutôt que donc de faire de la moraline, c'était de se dire, je vais l'étudier à froid. Et à froid, quand on regarde sa galaxie, tous ses investissements, ses projets, ses discours aussi, il a une vraie vision du monde. Et puis il est partout. Il y a Starlink en Ukraine. Vous trouvez que sa vision du monde, elle est cohérente ?
avec les nouvelles technologies? Elle est absolument cohérente parce que dans tout système de folie, vous retrouvez une chose, la cohérence. Et donc, c'est l'irraison, c'est une espèce de no limit. Il n'y a pas de limite au projet. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est que c'est pas tant Elon Musk ou Sam Altman ou Google ou Microsoft qui m'interpellent en soi ou en eux-mêmes. C'est plutôt qu'ils remplissent un vide politique. On n'a aucun récit, aucun projet à opposer à eux. Et c'est très inquiétant et c'est très fascinant de voir que Elon Musk est reçu comme une rockstar, littéralement, comme un gourou. Et donc, ça pose la question de quel est le vide qu'ils sont en train de remplir. Et on a un énorme problème, pardon de le dire, avec notre classe politique dans les démocraties occidentales. Qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous, pour changer de combler ce lunettes, vide-là? changer de classe politique, avancer, comprendre, décélérer. On parle beaucoup d'accélération du monde en ce moment. Vous pensez qu'il faut décélérer? Oui, je ne pense pas du tout qu'on est dans une accélération. Moi, je pense qu'on est dans un emballement. C'est-à-dire que, vous savez, c'est cette espèce de burn-out collectif où il y a cette excitation avant l'effondrement. La vitesse des réseaux sociaux. Mais oui, c'est ça. Et on n'a plus du tout le temps de sédimenter, de comprendre, ça va trop vite. Et donc, l'idée, c'est en effet de décélérer pour se reconnecter. Et lire. Lire, c'est le premier pouvoir. C'est vrai? Oui, il faut lire. bien sûr. Ça tombe bien, on va en parler des livres dans quelques instants. Merci beaucoup, Asma Mala. Je rappelle votre livre Technopolitique, comment la technologie fait de nous des soldats. Merci. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Merci beaucoup. Vous lancez quand en politique, Asma Mala? C'est clair, c'est ce que j'allais dire. C'est dans votre tête ou pas? Je sais pas. Ça pourrait. Ça pourrait. Ça pourrait arriver. C'est vraiment la question à 1 million que je me pose à peu près tous les matins, en ne me rasant pas. En ne vous rasant pas. Eh ben, très bien. Merci beaucoup. En tout cas, on aura l'archive pour le jour où elle annoncera sa candidature.